parle aujourd'hui d'une crise au Front populaire ivoirien à propos du congrès qui devait se tenir entre le 11 et le 14 décembre dernier, qui a dû, pour des raisons qu'on va expliquer, être reporté. Mais la genèse de cette crise, pour certains, c'est la candidature de Laurent Gbagbo. Je suis extrêmement bien placé pour savoir que Laurent Gbagbo a décidé depuis un certain temps, vu les conditions politiques en Côte d'Ivoire, vu la situation sociale, économique, politique, que la meilleure façon de reprendre un peu la main par rapport au pouvoir actuel à Abidjan, c'était de reprendre la tête du Front populaire ivoirien. Reprendre la tête du Front populaire ivoirien pour Laurent Gbagbo, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape par rapport à la situation générale, en particulier de la situation de 2015, qui, comme tout le monde le sait, est normalement la période à laquelle se tiendra une élection présidentielle. Il s'avère que dès la candidature du président, qui a été peut-être un petit peu anticipée par certains de ses supporters, en particulier ce qu'on appelle le fameux appel de Mama, certaines voix se sont élevées pour dire qu'il y avait une manipulation, quelque part, de certains pour utiliser le nom de Laurent Gbagbo contre son gré et de créer ici, ainsi à l'intérieur du FPI un problème avec le président actuel, M. Pascal Affi-N'Guessan. En fait, il n'en est rien. Laurent Gbagbo était bien candidat. Il est candidat, il a rempli toutes les conditions nécessaires en fonction des statuts du FPI pour être candidat. Au-delà de la petite polémique autour du petit papier, entre guillemets, que certains voulaient lui faire écrire, mais qui ne correspondait à aucun élément du dossier de candidature. Mais dès que cette candidature a été acceptée par le comité de contrôle, le président a confirmé par écrit, dans des conditions très claires, puisqu'il a même fait valider, si on veut, cette lettre par un acte notarié par un notaire aux Pays-Bas, ce qui est vérifiable à tout instant. Et dans cette lettre, il a fixé ce que l'on pourrait appeler une feuille de route pour la situation à venir en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce premier débat sur la candidature du président, sur le besoin pour lequel il veut reprendre les rênes du FPI, qui n'est pas simplement un acte de procédure interne d'un militant qui veut prendre la direction de son parti, mais un acte à portée beaucoup plus générale, ce débat doit se clore. Les gens qui ont pu penser qu'une autre candidature était possible doivent se rendre compte aujourd'hui qu'à partir du moment où Laurent Gbagbo est candidat, vraiment candidat, le débat n'a plus à avoir lieu au sein du FPI. Aujourd'hui, le problème principal, ce n'est plus la candidature du président, c'est un fait acquis, c'est les conditions dans lesquelles cette présidence doit être actée, c'est-à-dire la réunion du Congrès, finalement, et le président étant réélu par le Congrès, parce que ça ne fera pas l'ombre d'un doute, comment le FPI va s'organiser pour la suite et pour cette année 2015, qui doit être une année charnière, sinon cruciale. Un certain nombre de dispositions ont été prises par l'équipe responsable actuellement du FPI, malheureusement, en faisant appel à la justice actuelle de la Côte d'Ivoire. D'abord, il y a une chose qui n'est pas très compréhensible, c'est que le FPI est une association de droit privé qui n'a pas demandé à la justice ce qu'elle doit faire pour organiser son congrès ou pour choisir son candidat. La seule chose pour laquelle le FPI pourrait répondre en justice, ce serait une utilisation non conforme au statut du parti,
Et là, c'est un renvoi devant un tribunal administratif pour faire valoir les statuts du parti. Les statuts d'un parti politique, c'est comme la constitution d'un pays, ça se respecte. Et à partir du moment où on ne les respecte pas, on peut effectivement être envoyé en justice. Mais à partir du moment où les statuts et tous les actes de procédure interne du FPI ont été respectés, la justice extérieure n'a pas à intervenir dans un acte d'une société qui est une personne morale de droit privé. Donc, malgré cela, quelques membres du FPI actuel ont cru bon de vouloir saisir la justice. Bon, en plus, ils devraient savoir qu'après 4 années de pouvoir que l'on connaît en Côte d'Ivoire, on peut exprimer toutes les craintes par rapport à l'impartialité de la justice ivoirienne aujourd'hui, surtout dans un cas de figure comme celui-là, où effectivement le pouvoir en place a tout intérêt à maintenir, par des décisions de justice inadéquates, un conflit interne dans le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Et je ne dirais même pas le premier parti d'opposition, mais le premier parti en Côte d'Ivoire, puisque le président Gbagbo avait été majoritaire en 2010, et qu'aujourd'hui, vu la situation générale, je pense qu'il a conservé cette position, donc on peut penser que le FPI est le premier parti de Côte d'Ivoire. Donc, quand on aura fini avec ce débat qui n'aurait pas dû avoir lieu, le Congrès se réunira donc, le président sera élu, et au-delà de la lettre d'intention qu'il a exprimée quand il a confirmé sa candidature, le parti devra se mettre en ordre de bataille pour la période à venir. Et c'est là qu'il faut en venir au principal. Le principal, le FPI étant un parti qui s'est fondé sur le respect de la démocratie, sur le respect du droit, sur le multipartisme, il faut réimposer ces éléments-là dans le débat national en Côte d'Ivoire. Et la meilleure façon de le réimposer, c'est de se mettre en condition pour que l'élection présidentielle d'octobre 2015, si tant est que la date d'octobre 2015 soit la bonne, faire en sorte que l'ensemble de la classe politique ivoirienne se prépare à cette élection dans des conditions normales. Et les conditions normales pour une élection, c'est d'abord le respect des règles du jeu. Pour cette élection, il faut résoudre le problème de la liste électorale, résoudre le problème de la commission électorale, créer les conditions pratiques pour que l'élection se passe dans des conditions normales, sécurité physique, liberté d'expression, égalité des chances dans l'expression, utilisation des médias d'État, tout élément qu'on avait voulu mettre en place en 2010 et qui ont été en partie bafoués dans les conditions que l'on sait. Cela doit être un préalable à toute organisation d'une élection en Côte d'Ivoire. Le vrai problème, ce n'est pas le congrès du FPI, etc., puisque le président, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être réélu, et le vrai sujet, c'est quelle est la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment faire pour mettre fin finalement aux 5 années qui seront une parenthèse dans l'histoire du pays, où Alassane Ouattara a exercé le pouvoir dans les conditions que l'on sait, et surtout les conditions dans lesquelles il a été installé par le gouvernement de M. Sarkozy en 2011. Il y a une expression chinoise qui dit « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». À notre niveau, nous devons regarder la lune. Et malheureusement, on en voit certains qui ne regardent que le doigt. Donc, au-delà de ça, quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on nous annonce, urbi et orbi, que la Côte d'Ivoire fait un taux de croissance à 2 chiffres, que la Côte d'Ivoire se développe, que la Côte d'Ivoire est émergente. Il y a 48 heures, on a inauguré ce fameux pont Henri-Konan Bédier, dont les prémices ont commencé en 1996 ou 1997, puisqu'il faisait partie du programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique de M. Konan Bédier. Et il s'achève en 2014.
Ce pont, M. Ouattara n'y est quasiment pour rien. Il a été élaboré sous Bédier, il aurait dû être construit au moment du coup d'État de 99, il a été suspendu, il a été retravaillé. Le président Gbagbo a re-signé en 2009 la convention avec la société Socoprime gérée par le groupe Bouygues. Et malheureusement, au moment où on allait redémarrer les travaux, il y a eu la crise post-électorale de 2010-2011. Donc aujourd'hui, ce pont, c'est l'achèvement d'un programme très long, malheureusement entaché par les vicissitudes de la politique ivoirienne, et pour lequel M. Alassane Ouattara n'a aucun mérite. Et je dirais même, au-delà de ça, qu'il a entaché cette construction par un problème financier, parce que dans la décennie qui a précédé la construction, le prix du pont a évolué entre 90 et 95 milliards CFA, y compris le péage. Ce pont, finalement, construit à plus de 140 milliards. Comment, d'un seul coup, le prix de ce pont a eu un tel coût supplémentaire, sinon pour des raisons qui, à mon avis, sont peu avouables. Et cette façon de faire sur le pont, je pense que c'est la marque de la gouvernance Ouattara aujourd'hui. Je ne suis pas, c'est pas moi qui le dis ici, je ne fais que reprendre l'ensemble des enquêtes qui sont faites par soit des organisations internationales comme la Banque mondiale, soit des organismes de contrôle tels que le groupe britannique Control Risk, la compagnie d'assurance AON, qui émet un certain nombre d'avis sur les pays en développement. Et dans toutes ces catégories d'études, la Côte d'Ivoire se retrouve inexorablement dans le dernier panier, à côtoyer des pays comme le Sud-Soudan, la Somalie et d'autres. Ce n'est pas la vocation de la Côte d'Ivoire de se retrouver dans de telles conditions. La Côte d'Ivoire devrait être un pays bien avancé, se situer à chaque fois dans le premier chapeau des pays qui émergent vraiment à tous les points de vue. Et aujourd'hui, même la Banque mondiale nous dit, à travers ses avis, que le taux de pauvreté a dépassé pour la première fois les 50% en Côte d'Ivoire. Et qu'en même temps, moins de 100 personnes détiennent plus de la moitié de la richesse nationale. C'est une situation intolérable, à tout point de vue, qui est la source permanente d'un danger d'explosion sociale, qui lui-même se situerait dans un cadre où un certain nombre d'autres critères, je pense à la situation dans les casernes, ou en dehors des casernes, dans les groupes militaires ou paramilitaires qui ont fleuri au moment de la crise post-électorale autour de M. Ouattara. Je pense à la situation à l'intérieur des partis politiques, en particulier au PDCI, qui aujourd'hui est quasiment en dehors du RHDP, parce que l'appel dit de Daoukro de M. Bédier n'est manifestement pas entendu, puisque les principaux dirigeants du PDCI aujourd'hui sont candidats à la candidature pour être dans la ligne de départ pour l'élection de 2015. Tous ces éléments-là réunis font que la situation de la Côte d'Ivoire est pré-explosive. Et il s'agit maintenant de calmer les choses, parce que l'intérêt général et la volonté du président Gbagbo, qui me le dit souvent quand on se rencontre malheureusement dans la salle de réunion à la prison de La Haye, il faut que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation de façon constitutionnelle. Le président Gbagbo est complètement investi intérieurement par cette volonté de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, et il l'a écrit dans sa lettre qu'il a envoyée au FPI pour préciser sa candidature, au-delà de toutes les barrières politiques, sociales, religieuses, ethniques, de faire en sorte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes retrouvent le chemin de la paix et du développement dans un cadre démocratique. Parce que comme il le dit toujours, la démocratie, c'est d'abord le respect du droit,
Ce droit n'est pas respecté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec toutes les conséquences que l'on connaît. C'est donc de sortir de la situation où elle a été mise en 2011. L'élection de 2015 doit être normalement le vrai rendez-vous démocratique qu'il faut assurer. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Une des plus importantes, bien entendu, c'est la situation du président Gbagbo, qui est dans les conditions que l'on sait à La Haye. À La Haye, il y a deux éléments qui sont en jeu. Un élément judiciaire et un élément politique. Il est maintenant connu de chacun que la Cour pénale internationale ne répond pas simplement à des critères juridiques, mais également est soumis, entre guillemets, à un certain nombre de pesanteurs politiques. La Cour pénale internationale a une relation directe avec le Conseil de sécurité, donc le système d'organisation des Nations Unies. D'ailleurs, quand vous allez à la prison de La Haye, vous voyez bien que vous rentrez à un moment dans un domaine des Nations Unies, c'est marqué sur la porte du bâtiment dans lequel est installé M. Gbagbo. On a dit au mois de juin que les conditions étaient requises pour confirmer les charges contre le président. Ça, c'était un acte politique, dans la mesure où, sur le plan strictement juridique, et la juge belge qui a émis une opinion dissidente l'a prouvé magistralement, puisque cette opinion n'est pas simplement une opinion, mais c'est un véritable réquisitoire contre le procureur et les conditions dans lesquelles on veut renvoyer M. Gbagbo en procès. Et quand l'on sait dans les conditions dans lesquelles s'est tenue cette réunion, avec la présence ou non du juge allemand qui, malheureusement, est décédé très peu de temps après cette décision et qui remet une ombre sur les conditions dans lesquelles la décision a pu être prise, il faut faire en sorte que l'aspect politique soit gommé dans la période qui va venir. Pour gommer cet aspect politique, il faut démontrer à ceux qui ont le pouvoir à ce niveau-là que la position du président Gbagbo à La Haye est beaucoup plus dommageable pour l'avenir de la Côte d'Ivoire que sa présence en Côte d'Ivoire à quelque titre que ce soit. C'est un élément fondamental de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, M. Charles Konan-Banny, qui depuis est candidat à la présidentielle, a remis le dernier rapport de sa commission de réconciliation au président Ouattara. Ce rapport est très édulcoré. Là, il ne met pas en lumière toute la véritable situation du pays. De plus, à ce niveau-là, M. Ouattara a pris des décisions, en particulier financières, qui aujourd'hui, pour les victimes, leur paraissent totalement hors de propos par rapport à la situation. Tant que le président Gbagbo ne sera pas autour de la table avec les autres protagonistes de la crise ivoirienne, la situation ne pourra pas se décanter. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, chacun en est bien conscient. Certains l'espèrent profondément, d'autres le redoutent, mais je pense que ce sont les minoritaires qui le redoutent. Pour arriver à cette situation-là, il faut briser la barrière du storytelling qui a été montée autour du président Gbagbo depuis 2010-2011. Le président Gbagbo est tout le contraire de ce qui a été annoncé dans une partie de la presse internationale. C'est un véritable démocrate. C'est un monsieur qui a fondé sa vie politique sur le respect du droit, sur le respect des valeurs républicaines, et qui aujourd'hui voit sa position totalement infondée à la haine. Quand les gens auront pris conscience, et je le sais moi-même par mes différents contacts, que le chemin est en train de s'ouvrir dans ce sens-là, que ce soit sur le plan politique ou médiatique, en particulier en France, la situation de la Côte d'Ivoire va pouvoir s'améliorer et on va pouvoir reparler véritablement de l'avenir de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de la Côte d'Ivoire est fortement obéré, comme je disais tout à l'heure, à propos du pont ou de l'ensemble des rapports émis par
que ce soit des ONG ou des organisations à but économique ou d'analyse, la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Et le président Gbagbo a l'habitude de dire un taux de croissance, ça ne se mange pas. Et les populations ivoiriennes aujourd'hui en sont bien conscientes, parce qu'au-delà des rotomondades sur les taux de 10-11% de croissance, en même temps, la pauvreté s'installe à un niveau inconnu en Côte d'Ivoire, et même les femmes des marchés, qui sont le baromètre de la vie courante pour les populations ivoiriennes, disent Gbagbo Kafissa, qui dans une langue locale veut dire Gbagbo était mieux. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire une distorsion profonde entre la vision que les dirigeants veulent montrer de ce pays et la réalité socio-économique du pays. Et quand l'écart sera trop grand, on risque des situations qui ne sont pas conformes au respect et du droit et de la démocratie. Il faut éviter à tout prix de retomber dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je salue la position comprise des dirigeants historiques du PDCI qui ont décidé, au-delà, je vais être gentil, des frasques du président actuel du PDCI, de sauver un petit peu le parti d'Houphouët-Boigny en le remettant dans le jeu politique, en permettant au PDCI d'exprimer sa position. Et autour du président Gbagbo, tout le monde est ravi de voir que le PDCI, grand parti, fondateur de la Côte d'Ivoire autour du président Houphouët-Boigny, revient dans le jeu politique, parce que le multipartisme, c'est aussi ça. C'est la multiplication des opinions, le combat des idées, la liberté de choix donnée à la population. Et aujourd'hui, quel que soit le responsable PDCI qui s'engage dans la candidature à l'élection, ce sont des gens qui remettent sur le devant de la scène ce respect du droit, de la démocratie et du choix pour les citoyens. Donc, encore une fois, je pense que, et le président Gbagbo lui-même en est totalement conscient, et c'est une victoire pour lui, parce que c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, et de voir que le multipartisme continue à vouloir s'exprimer en Côte d'Ivoire, c'est une victoire de Laurent Gbagbo. Ne nous faisons pas, il ne faut pas se cacher que là aussi, c'est un héritage de la volonté politique de Laurent Gbagbo. Donc, j'appelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes, en particulier tous ceux qui sont fidèles au président, qui sont fidèles à une vision de la société en Côte d'Ivoire exprimée par tout ce que le président a fait depuis 40 ans dans le pays, de se sentir concernés, de se sentir prêts à ce que cette année 2015 soit une année charnière et une année de renouveau du pays. Mais pour arriver à ça, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. La première étape, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le président Gbagbo reprenne la tête du FPI, parce que ce n'est pas simplement, comme je disais, d'être le président du parti, mais c'est aussi une symbolique très forte. Je donne un seul exemple. À peine le président était-il déclaré candidat par la commission de contrôle du FPI, que déjà les journaux français disaient le président Gbagbo, candidat, etc. Il y a un regain d'intérêt. Le président Gbagbo revient au centre de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, et c'était la première étape qu'on voulait franchir, et celle-là, elle a été franchie avec éclat, puisque ce que l'on prévoyait est arrivé. Le président Gbagbo est aujourd'hui redevenu incontournable en Côte d'Ivoire.